Dans ce contexte de crise économique persistante, de nombreux parents d'élèves n'arrivent plus à honorer leurs engagements. À cela, il faut ajouter que le campus universitaire est fermé depuis maintenant 5 ans, que le restaurant universitaire n'ouvre qu'au petit bonheur la chance, que la bibliothèque n'existe en réalité que de nom, qu'il y a peu ou pas de couverture Internet dans les établissements, que les salles de classe recrachent dans les rues le trop-plein d'élèves qui ne trouvent pas place assise, que certains enseignants ne reçoivent pas de salaire depuis plusieurs années. Priver ses enfants d'une bourse qui s'élève à 1 082 000 francs CFA pour le premier cycle ne peut nous conduire qu'à la conclusion suivante. Les tenants du pouvoir ont tout bonnement opéré une rupture inouïe avec la réalité et le but visé ici n'est pas l'excellence mais la disqualification d'une frange importante de la population que la pauvreté aura en amont fragilisée. La pauvreté, cette autre prison, est le deuxième moyen par lequel le système fabrique des citoyens dépolitisés. En effet, miné par le pillage organisé des deniers publics auquel s'additionne un système de corruption voulu et entretenu, l'État, nous dit-on, n'est plus capable d'honorer ses engagements que sont assurer une couverture sanitaire efficace à chaque citoyen, permettre à chacun un accès à la propriété, favoriser la création d'emplois et donc permettre à chacun de pouvoir subvenir à ses besoins le plus indépendamment possible. En lieu et place, se sont substitués des crésus fonctionnaires faussement philanthropiques qui font tourner à plein régime la machine à dons. Demandez-leur d'où leur proviennent ces fortunes soudaines et ils seront capables de vous le dire. Ils ne seront capables de vous le dire parce qu'ils se sont servis allègrement dans les caisses de l'État qui, en dictature, se confondent aux caisses personnelles de potentats et autres roitelets de l'heure. Comprenons-le bien, le don n'est pas ici un moyen pour eux de se faire bonne conscience en colmatant autant que faire se peut les insuffisances d'un État qu'ils ont eux-mêmes rendu incapable par la dilapidation du patrimoine commun à des fins personnelles. Loin de là. Le don vient compléter un schéma bien réfléchi. Il leur permet en effet de se garantir l'adhésion résignée des populations. Ces gens qui n'ont rien et qui ne se permettront jamais de dire non à un petit billet et peu de riz pour calmer la faim. Un peuple pauvre, peu ou pas instruit, est un peuple à la merci de n'importe quel dieu auprès duquel il est condamné à mendier son pain quotidien. Désœuvrés, désabusés par un quotidien qui ne leur est pas favorable et ne pouvant se tourner vers des politiques qui exploitent leur misère, les populations n'ont plus qu'une alternative dont les faces hideuses ne sont en fait qu'un seul et même enfermement, les bistrots et les églises. Ceux-ci se disputent la vedette dans les bas-fonds de la capitale, leur fonction principale étant de déconnecter totalement le citoyen de ses responsabilités en focalisant ses réflexions sur des mirages. Si l'alcool fait perdre pied au peuple et ne permet à celui-ci d'entretenir une réflexion soutenue et efficace sur les enjeux de développement, il saute aux yeux quand vous êtes à Libreville ou dans n'importe quelle autre ville du pays que ce phénomène d'alcoolisme chez les populations est voulu et est même entretenu. Selon un rapport de l'OMS datant de 2017, le Gabon occupe la 6e position des pays d'Afrique qui consomment le plus d'alcool avec 10,8 litres d'alcool pur par habitant et par an. En 2010, nous tenions la première place avec 9 litres d'alcool pur par habitant et par an. Pour un État sérieux, n'y a-t-il pas là une urgence, ne fût-ce que sanitaire?
Du côté de l'Église, les cieux se délabrent et le drame est total. Elle se charge de désintéresser profondément le peuple des choses du monde, c'est-à-dire ne pas s'occuper de politique, laisser les mains libres à ceux qui fabriquent leur misère et ne focaliser leur énergie qu'à la poursuite de paradis hypothétiques, loin des brutalités d'un régime qui lui confisque depuis bientôt 60 ans ses droits, ses libertés, pour ne lui proposer que les rigueurs des prisons officielles et officieuses. Arrêtons-nous pour l'illustrer à travers l'Église catholique et plus précisément en l'autorité de l'archevêque de Libreville. Nous pensons légitime de nous arrêter sur cette personnalité, en cela qu'historiquement, la sensibilité religieuse dont il est la voix officielle au Gabon y est anciennement implantée. Depuis 1844, Libreville s'appelant alors Fort-de-Mal. De plus, en 1990, alors qu'il était question que nous passions d'un régime de parti unique à celui dit du multipartisme, l'Église catholique, par l'entremise de l'archevêque de Libreville, présidait la conférence nationale non souveraine où il tenait pour rôle de veiller au bon déroulement des débats afin qu'il en sorte des résolutions viables pour tous. Ceci dit, revenons au sujet. Au lendemain de la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019, l'archevêque de Libreville se fondait d'une déclaration en ces termes. La bonne politique est au service de la paix. Cela signifie qu'au Gabon, encore plus que par le passé, nous devrons chercher à préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale. Disons donc non à toute forme de violence physique, verbale ou émotionnelle. Mais voilà, le 14 novembre 2018, c'est-à-dire 2 mois avant l'événement évoqué plus haut, terrible infamie. Pour éviter que la Constitution ne déploie son plein effet, la présidente de la Cour constitutionnelle l'a modifiée notamment en son article 13, en y ajoutant la notion de temporalité et permettre ainsi à Ali Bongo, victime d'un accident vasculaire cérébral et plongé dans un coma artificiel, de se maintenir à la tête de l'État. Par cet acte nocturne, elle opérait un coup de force d'une violence rare dans l'histoire de notre nation, car elle violait l'article 116 de cette même Constitution qui encadre pourtant clairement le mécanisme de révision constitutionnelle. Voici une des premières plaies susceptibles d'entamer la cohésion nationale et la paix. Car nul n'a le droit, aussi sincères et honnêtes soient ses intentions, de se substituer au peuple et d'outrepasser, comme il le veut, sa souveraineté. Le faire, c'est poser un acte de violence, c'est entraver la liberté en édictant des lois qui échappent aux principes démocratiques, c'est faire entorse au vivre ensemble, c'est attenter à la paix et à l'unité. De cette violence, M. V ne souffle mot, n'en fait même pas allusion, lui qui, par le prestige de son rang, pouvait, en ce temps, influencer efficacement le cours des événements et empêcher qu'advienne ce qu'il qualifie de violence dans la déclaration ci-dessous, et qui est postérieur à l'initiative nocturne de Mme Bourantzou. Voici par quel visage se présente la religion dans la vie politique de notre pays, un visage de partialité qui n'hésite pas à demander à ce même peuple de prier pour son bourreau, arguant des versets savamment instrumentalisés. Nous avons évoqué le cas de l'archevêque de Libreville, mais il est important de signaler que les nouvelles sensibilités religieuses qui se réclament d'un mouvement de réveil sont toutes autant coupables. Elles vont même plus loin en certains points. C'est ainsi qu'en plus de spolier leurs brebis du peu qu'elles possèdent,
Ils y ajoutent une forme d'autoflagellation en allant chercher dans la Bible les versets qui viendraient encourager les croyants à accepter de bon cœur son sort. Ils prêchent le fatalisme et la résignation. Si ceci, c'est parce que Dieu l'a, si ceci arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Tous des escrocs. Escrocs dont la besogne consiste à faire accepter à un peuple déjà encerclé par la faim et la brutalité d'un régime, vestige d'une époque depuis longtemps révolue, le renoncement aux quelques lambeaux de liberté qu'il lui reste. Mais les peuples, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sont résilients. Tôt ou tard, ils trouvent en eux-mêmes les ressources nécessaires à leur libération, car la liberté est la condition sine qua non pour prétendre au bonheur.